Je m'appelle Elisabeth, j'ai 82 ans et je porte en moi une vie remplie de défis, de pertes et de surmontes. Aujourd'hui, assise ici, je veux partager mon histoire, une histoire de douleur, de lutte, mais aussi d'espoir et d'amour. Peut-être qu'en écoutant ce que j'ai vécu, vous trouverez la force d'affronter vos propres épreuves. Voici ma vérité, et j'espère qu'elle touchera votre cœur. Je m'appelle Elisabeth. Comme je vous l'ai dit, j'ai 82 ans. Aujourd'hui, je vis dans la tranquillité, mais le chemin jusqu'ici a été long, parsemé de blessures que le temps n'a jamais vraiment effacées. Chacune d'elles me rappelle d'où je viens et tout ce que j'ai dû traverser. Mon enfance n'avait rien de lumineux, rien de ce que beaucoup associent à cette période soi-disant heureuse. Je suis née dans une petite maison en bois, dans un village oublié entre montagnes et vallées. Nous n'avions pas d'eau courante, et l'électricité n'est arrivée que lorsque j'étais déjà une jeune fille. Je partageais ma chambre avec mes 2 frères, Thierry, l'aîné, et Luc, le plus jeune. Nous dormions sur de fins matelas posés sur des caisses en bois. Quand il pleuvait fort, le toit fuyait et nous placions des bassines un peu partout dans la maison. Ma mère, Marie, était une femme de courage. Petite par la taille, immense par la force. Elle cousait pour les autres, préparait du pain à vendre, lavait le linge des voisins. Toujours le visage marqué par la fatigue, mais tentant malgré tout de sourire quand elle nous regardait. Elle était le cœur de notre foyer. Mon père? Eh bien, mon père, c'était une autre histoire. Il s'appelait Gérard, et je me souviens de lui avec un mélange de peur et de tristesse. Sobre, il pouvait parfois se montrer affectueux. Il racontait des histoires de sa jeunesse, parlait de ses rêves pour notre avenir. Mais ces moments étaient rares, très rares. La plupart du temps, il était ivre. Le bar du village était devenu sa 2e maison. Il y entrait à la fin de l'après-midi et n'en ressortait que quand il ne tenait plus debout. Et c'est dans ces moments-là que l'enfer s'invitait chez nous. La porte claquait brutalement. Ses pas lourds sur le plancher annonçaient ce qui allait suivre. Puis, les cris commençaient. Il hurlait sur ma mère pour n'importe quelle raison. Si la soupe n'était pas chaude, si les haricots manquaient de sel, si la lumière restait allumée trop longtemps. Et après les cris, les coups, les gifles, je peux encore entendre le son sec de sa main frappant le visage de ma mère. Sa douleur était aussi la nôtre. Quand nous essayions de la protéger, il n'hésitait pas à nous pousser, nous frapper ou à nous enfermer dans la chambre. Beaucoup de nuits, nous nous sommes endormis en pleurant, tremblant de peur qu'il ne fasse quelque chose d'encore pire. Et malheureusement, ce moment est arrivé. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Luc, mon petit frère, n'avait que 9 ans. C'était un enfant doux, toujours prêt à faire rire notre mère avec ses blagues naïves. Mais ce jour-là, tout a changé. Ce soir-là, Gérard est rentré encore plus ivre que d'habitude. La porte d'entrée a failli sortir de ses gonds sous le coup de son épaule. L'odeur forte d'alcool a envahi la maison, brûlant nos narines comme un souvenir amer qui revenait sans cesse. Ma mère, Marie, savait déjà ce qui l'attendait. Elle a essayé de cacher le peu de nourriture que nous avions, comme si cela pouvait apaiser la bête qui grandissait en lui. Mais rien ne l'apaisait. Ses yeux étaient rouges, perdus, et il peinait à tenir debout. Il a crié des choses sans sens, s'est plaint de la soupe trop froide, alors que nous n'avions même pas de vrai poêle à l'époque. Thierry s'est recroquevillé dans un coin du salon, me tirant par la main. Mais Luc, le pauvre, Luc avait encore de l'espoir. Il croyait toujours qu'il pouvait calmer notre père avec un sourire, un mot gentil. Et c'est ce qu'il a tenté de faire. « Papa, ce n'est pas grave, demain on peut… » a-t-il dit avec sa petite voix douce. La réponse de Gérard a été une gifle d'une violence brutale. Luc est tombé à terre, sa tête heurtant l'arête d'une chaise. Le bruit que cela a fait, sec, terrifiant.
un craquement sourd qui résonne encore dans ma mémoire. Pendant un instant, tout s'est figé. Marie a crié. Thierry s'est précipité vers Luc. Et moi, je suis restée pétrifiée. Luc ne bougeait plus. Ses yeux étaient à moitié ouverts et un mince filet de sang coulait de son front. Mon père, lui, est resté figé, comme s'il sortait d'un cauchemar. Mais au lieu d'aider, il a fui. Il a couru hors de la maison, titubant, disparaissant dans la nuit noire. Nous avons conduit Luc chez la voisine la plus proche, une dame appelée Colette, qui nous a aidés à appeler une ambulance. Je me souviens d'avoir tenu la petite main de Luc dans la voiture, murmurant des prières que je ne connaissais même pas. Mais cela n'a servi à rien. Il est mort quelques heures plus tard à l'hôpital. Le médecin a parlé d'hémorragie interne. Je ne comprenais pas bien à l'époque, mais je voyais dans les yeux de ma mère que son monde venait de s'écrouler. Et le mien aussi. La police a cherché Gérard, bien sûr. Ils ont fouillé toute la région, mais il s'était littéralement volatilisé. Comme si la terre l'avait englouti. On ne l'a jamais retrouvé. Il n'a jamais été jugé. Jamais puni. Et d'une certaine manière, cela rendait tout encore plus insupportable. Sans lui à la maison, il n'y avait plus de violence, c'est vrai. Mais il n'y avait plus d'argent non plus. C'était le seul à travailler à l'extérieur. Et malgré tous ses défauts, c'était ça qui permettait de mettre un peu de nourriture sur la table. Après la mort de Luc, Marie est tombée dans un état que je ne savais pas nommer à l'époque. Aujourd'hui, je sais, c'était la dépression. Elle ne mangeait presque plus, ne parlait que rarement. Elle restait assise sur le perron, le regard perdu dans le vide. Thierry essayait de rester fort. Il s'est mis à chercher des petits boulots, porter des sacs de pommes de terre au marché, aider les voisins à réparer des choses. Mais nous n'étions que des adolescents. Impossible de faire vivre une maison ainsi. Ce qui a suivi a été encore plus humiliant. La faim, le froid, puis la rue. Nous n'avions plus d'endroit où aller. Nos économies étaient épuisées. Nous avons été expulsés de notre logement. Nous avons commencé à dormir sous un auvent près de la gare. Thierry dormait tout contre moi pour me réchauffer. Marie ramassait des cartons pour tapisser le sol et éviter que le froid ne nous transperce jusqu'aux os. Parfois, une âme charitable nous donnait du pain ou du lait. Mais la plupart du temps, c'était le ventre vide qui nous réveillait avant le lever du soleil. Demander de l'argent dans la rue est devenu une routine. La honte nous accompagnait sans cesse. Et pourtant, ma mère essayait encore de sourire, me disant qu'un jour les choses iraient mieux. Ces années passées dans la rue ont forgé ce que je suis aujourd'hui. J'ai appris à observer les gens avec attention, à reconnaître quand un regard était plein de mépris ou de compassion. J'ai appris à partager ce que j'avais à peine. Et surtout, j'ai appris à survivre. Un jour, Thierry a réussi à obtenir un emploi stable dans un atelier mécanique. Il avait déjà 17 ans. Il travaillait dur, jour et nuit. Après quelques mois, il a pu louer une petite chambre pour nous. Elle était minuscule, sombre, avec juste assez de place pour un lit simple, un réchaud et 2 chaises. Mais pour nous, c'était un palais. Quand j'ai obtenu mon premier emploi, comme aide dans un magasin de tissus, j'ai senti que la vie nous offrait enfin une chance. J'aimais toucher ces tissus du bout des doigts. C'était comme retrouver la beauté après tant d'horreurs. Peu à peu, nous avons acheté un vrai lit, puis un réfrigérateur d'occasion. Un jour, nous avons même pu acheter une radio. Marie a pleuré quand elle a entendu de la musique pour la première fois depuis des années. Mais, comme dans toute histoire où la douleur est présente, la nôtre n'était pas encore terminée. Des années plus tard, Thierry a retrouvé Gérard. Ce furent ses derniers mots. Elle est partie la nuit suivante, dans un silence qui s'éteint comme un souffle dans le vent. J'ai perdu ma mère, et avec elle, le dernier souvenir vivant d'un temps où il y avait encore un refuge.
Seule, avec Thierry en prison et plus personne dans le monde, je suis entrée dans un état de survie. Je suis restée debout par pur instinct. Et je me suis accrochée à l'art comme à une bouée en pleine mer. Je me suis inscrite à un cours gratuit d'art plastique, offert par une association locale. Je travaillais le matin, étudiais l'après-midi et peignais jusque tard dans la nuit. Les murs de ma petite chambre ont commencé à se remplir de tableaux, couleurs, formes, souvenirs. Chaque toile était un cri que je ne pouvais exprimer avec des mots. Les années ont passé. J'ai terminé le cours. J'ai fait de petites expositions. J'ai vendu mon premier tableau. J'ai pleuré seule dans la rue quand j'ai reçu l'argent. Pas pour la somme, mais pour ce que cela représentait. C'était comme si cette Élisabeth blessée d'autrefois avait enfin trouvé une lumière. Puis, j'ai appris la mort de Gérard. Cause naturelle. Mort seul, dans une maison de retraite. Personne n'est venu le chercher. Personne n'a réclamé son corps. Je n'ai pas pleuré. Mais je n'ai pas ressenti de soulagement non plus. C'était étrange. Comme s'il était mort en moi depuis longtemps. 1 mois plus tard, je suis allée rendre visite à Thierry en prison pour lui annoncer en personne. Il m'a regardée avec des yeux fatigués, sans rien dire longtemps. Puis il a murmuré « Il a eu ce qu'il méritait, mais je n'ai pas encore eu la paix. » Et j'ai compris. La paix ne viendrait pas avec la mort de notre père. Elle viendrait avec le pardon. Et cela était encore loin. Mais la vie est obstinée. Quand on croit qu'il ne reste plus rien, elle surprend. J'ai rencontré Jacques un après-midi pluvieux, dans la file du marché. Il a fait tomber un sac, j'ai aidé à ramasser les pommes tombées par terre, et nous avons commencé à parler. Il était gentil, calme, et ses yeux portaient une tendresse à laquelle je ne croyais plus chez les hommes. Nous sommes devenus amis, puis compagnons, et finalement mariés. Nous avons eu une fille, Catherine. Ah, ma Catherine. Elle a apporté un amour que je n'avais jamais connu. Avec elle, j'ai pu recommencer. Être mère libre, sans peur. Rire sans culpabilité. Rêver à nouveau. Aujourd'hui, à 82 ans, j'apporte des fleurs à Marie au cimetière chaque mois. Je rends visite à Thierry 2 fois par an. Je lui écris toutes les semaines. Catherine vient me voir le dimanche avec les petits-enfants. Je peins un nouveau tableau chaque mois. Et de temps en temps, je raconte mon histoire, comme je le fais maintenant, parce que je sais qu'il y a peut-être quelqu'un, quelque part, qui vit ce que j'ai vécu. Et si mon histoire peut toucher un seul cœur, alors cela en aura déjà valu la peine.